outro fator é entender que antes Toda experiência é esta step. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour. Farid, tu es directeur de l'Observatoire Afrique du Nord-Moyen-Orient de la Fondation et nous allons parler ensemble aujourd'hui d'Iran et notamment de l'élection présidentielle iranienne qui a eu lieu le 18 juin dernier, élection à laquelle l'ultra-conservateur Ibrahim Raïssi a été donc élu président de la République islamique d'Iran. Il s'est agi d'une élection sans compétition, fermée par le régime, verrouillée. Peux-tu nous parler du coup de l'organisation, du contexte et du résultat de ces élections? Je pense aux candidatures rejetées, le taux d'abstention, les résultats, etc. La succession de Khamenei. Cette élection était une élection très, très importante pour l'Iran, pour la République islamique, mais aussi pour le pays dans son ensemble, pour la société iranienne. Après 4 années de pression maximale, de sanctions américaines, 1 année et demie de Covid, le Covid continue toujours en Iran parce que la campagne de vaccination est très lente en Iran. C'est une élection importante pour éventuellement une sortie de crise. Pour le régime, c'était le taux de participation qui est très important. À chaque fois quand il y a des élections présidentielles en Iran, chaque vote compte énormément pour les responsables de la République islamique. L'ayatollah Khamenei, le guide de la révolution, avait même annoncé que la participation à l'élection présidentielle est un devoir religieux. D'autres ayatollahs aussi. Donc c'est vraiment dans une logique, c'est pas juridiquement obligatoire, mais c'est le signe de la légitimité populaire et démocratique du système. Donc ils invitent, à chaque fois qu'il y a des élections, que ce soit les élections du Parlement municipal, mais surtout les élections présidentielles, le taux de participation est très symbolique. C'est pour cette même raison que les conservateurs invitaient la population à voter massivement, mais que les anti-régimes invitaient les gens à ne pas voter, parce que ça a pris un peu, ça s'est transformé dans une sorte de référendum, si j'ose dire. Il y a eu des candidatures qui n'ont pas été validées. En Iran, il y a le Conseil des gardiens de la Constitution, un peu comme le Conseil constitutionnel comme en France, d'un point de vue juridique, qui est en charge d'être sûr de la conformité des lois du Parlement avec la Constitution, mais aussi de valider les candidatures aux élections nationales en Iran, que ce soit l'élection présidentielle ou les élections du Parlement. Cette année, le Conseil des gardiens de la Constitution, de manière très étrange, elle n'a pas validé un certain nombre de candidatures, comme la candidature du modéré centriste Ali Larijani, qui est plutôt un conservateur. Il n'a jamais été connu pour être un réformiste, d'une grande famille religieuse, son père un ayatollah, son oncle un ayatollah, et son frère lui-même a été le chef du pouvoir judiciaire. Et encore plus ironique, le frère d'Ali Larijani, son petit frère, est membre lui-même du Conseil des gardiens de la Constitution. Donc, ça a été très étrange de voir que la candidature d'Ali Larijani a été refusée par le Conseil. La candidature d'Essor Jahangiri, le premier vice-président de Rouhani aussi, a été invalidée. Zarif, il ne s'est même pas présenté à l'élection présidentielle parce que même avant les inscriptions des candidatures, on lui a fait comprendre que sa candidature n'est pas souhaitable. Vous vous souvenez, il y a une fuite d'un enregistrement de Zarif dans laquelle il critiquait les actions du général Soleimani des gardiens de la Révolution, donc il ne s'est même pas présenté. Donc il n'y a pas eu vraiment de candidat réformiste cette année à l'élection présidentielle, ce qui est une première. À chaque fois en Iran, on n'a jamais eu des élections libres au sens propre du terme, comme on peut en avoir en Europe. Mais il y a toujours eu un choix à faire pour la population entre une personne et un candidat réformiste, un candidat conservateur. Il y a eu Mir Hossein contre Ahmadinejad en 2009, avec l'élection de 2009 qu'on connaît tous et ses conséquences. Nous avions eu Khatami avant Ahmadinejad. Il y a eu Rouhani en 2013 et en 2017. Ce qui est important ici à comprendre dans notre analyse, c'est qu'à chaque fois que le taux de participation en Iran est élevé, c'est-à-dire plus de 70%, ça a toujours été les réformistes qui ont gagné. Ça a été le cas pour Khatami, pour Rouhani, qui ont gagné avec plus de 20 millions de votes. On ne va pas en parler de l'élection de 2009 et de la victoire d'Ahmadinejad parce que ça reste une victoire controversée. Beaucoup de gens pensent toujours que l'élection a été truquée. On ne va pas en parler de l'élection de 2009. Mais en tout cas, un taux de participation élevé, ça veut dire automatiquement une victoire
d'un candidat non conservateur. Ça veut dire celui qui va se présenter contre le candidat conservateur. Pourquoi cette année, la République islamique a pris la décision de prendre le risque d'avoir finalement un taux de participation faible, mais la victoire d'un conservateur? Il faut comprendre cette situation en fait en analysant la succession prochaine du guide de la révolution. L'ayatollah Khamenei est assez âgé, il va bientôt avoir 82 ans. La succession du guide peut être un moment de grand désordre en Iran. Je pense que ce qui fait vraiment, on peut dire, ce qui fait peur aujourd'hui aux responsables iraniens, c'est pas tellement les sanctions américaines, parce que les sanctions ont montré quand même leurs limites. Il n'y a pas eu de changement de régime avec les 4 années de Trump. Je pense que c'est surtout la succession du guide qui peut causer un moment de désordre dans le pays, parce qu'aujourd'hui on n'a pas une personnalité qui se dégage, qui se montre beaucoup plus charismatique que les autres. Un Raisi ou un Rouhani ou un Khatami ou un autre religieux, il reste au même niveau. Personne n'aura de l'autorité sur l'autre. Donc la succession du guide va être un moment compliqué. Le régime, ils ont fait le pari de Raisi. Ebrahim Raisi, on va parler de lui et de son parcours. Un vrai conservateur, un religieux. Il a fait toute sa carrière au sein du pouvoir judiciaire. Il a la confiance totale du guide de la révolution. Il a la confiance des gardiens de la révolution. C'est le candidat parfait pour les conservateurs iraniens pour succéder à l'ayatollah Khamenei. Mais pour succéder au guide, il faut d'abord être élu au moins une fois par le peuple iranien. Encore une fois, ce n'est pas la loi, mais ça a été le cas pour Khamenei, qui a été 2 fois lui-même président. Raisi, c'est pour ça qu'il s'est présenté en 2017. Il a perdu dès le premier tour. Il a fait, si je ne me trompe pas, 33 ou 37%, mais il a perdu dès le premier tour face à Rouhani en 2017. S'il se présentait cette année et il perdait encore l'élection, ça aurait été un coup fatal pour ses ambitions et sa volonté de devenir... On ne peut pas rater 2 fois l'élection présidentielle et espérer devenir guide. Donc le Conseil des gardiens de la Constitution peut dire qu'il y a eu vraiment une ingénierie des élections pour être sûr que Raisi va gagner, qu'il va être président. Il va avoir 4 ans pour se préparer, parce que Raisi, ce n'est pas un bon orateur, il a toujours été juge, il n'a pas des compétences économiques, il n'a pas des compétences diplomatiques. Ces 4 années-là vont être comme un stage, on peut dire finalement, pour Raisi, pour se préparer pour être le prochain guide de la révolution en Iran. Merci Farid. Justement, avant d'approfondir davantage le résultat et surtout ses conséquences, comme il est sur le départ, c'est au mois d'août, je pense qu'il devient président, Raisi. Le bilan du président sortant, Hassan Rouhani. Catastrophique, pour dire dans un mot. Les réformistes n'ont pas eu de bilan à défendre. C'est pour ça que le résultat a été si catastrophique pour eux. Il faut dire qu'il y a eu quand même un candidat qui s'est présenté réformiste à cette élection. Abdel Nasser Hemmati, gouverneur de la Banque centrale, même si ce n'est pas à proprement parler un réformiste, c'est plutôt un centriste. Mais en tout cas, il a essayé de se présenter comme réformiste et il a eu le soutien d'un certain nombre des élites des partis réformistes en Iran. Il a fait combien? Il a obtenu 2 400 000, 2,5 millions de votes. En pourcentage? En pourcentage, ça fait 7-8%. Mais ce qui est très intéressant, c'est de comparer son vote avec le résultat de Rouhani. Rouhani en 2017, ça veut dire les réformistes, il avait obtenu 23 millions. Et Mati, il n'a même pas obtenu 3 millions. Raisi, il est arrivé en 2e position après l'abstention. Raisi, il a fait 18 millions de votes, ça veut dire environ 2 millions plus qu'en 2017. C'est très important, ça veut dire que Raisi, finalement, il n'a pas convaincu beaucoup plus de monde. Non, il a sa base, et sa base a encore voté pour lui. Il n'a pas convaincu les réformistes. En revanche, c'est les réformistes qui ont complètement déçu et qui ont perdu 20 millions de votes. Donc, cette élection de 2021 en Iran. L'abstention qui arrive en première position, après c'est Raisi, avec 18 millions de votes. Ce qui est intéressant, c'est qu'après Raisi, c'est les votes blancs qui arrivent en 2e position en Iran, avec 4 millions et demi. Pourquoi les votes blancs? C'est aussi intéressant de comprendre qu'en Iran, pour un certain nombre de personnes, ça peut être problématique de ne pas participer à l'élection. Par exemple, les fonctionnaires, les professeurs, les militaires. En Iran, quand on participe à une élection, il y a un tempo du ministère de l'Intérieur sur notre papier d'identité. Donc c'est très facilement traçable, on comprend très facilement si une personne
à participer ou non à une élection. Comme je l'avais dit, la participation à cette élection était présentée, comme d'ailleurs d'autres élections, comme un devoir religieux. Donc pour les fonctionnaires de l'État iranien, c'était un peu compliqué de s'abstenir. On peut analyser ce vote blanc comme un vote de protestation. On est obligé de voter, mais en revanche, on vote ni pour Raisi, ni pour Hemmati, ni pour les autres. Donc on peut dire qu'indéniablement, ce qui sort de cette élection, c'est un mécontentement général de la population iranienne. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, les réformistes, on va parler de leur bilan, les réformistes, Rouhani, son équipe, ils avaient tout visé sur l'accord nucléaire. Pour eux, tout passait par un dialogue avec l'Occident, un accord nucléaire. D'ailleurs, c'est pour ça que la population iranienne, en 2013 et en 2017, a majoritairement voté pour Rouhani. Rouhani qui arrive après Ahmadinejad, qui avait une politique très différente. C'était dans la logique de parler avec les Occidentaux, de mener une diplomatie active, d'avoir un accord nucléaire, ce qui était le cas en 2015. Après 2015, il y a une forte croissance en Iran. L'année 2016-2017, selon le FMI, l'Iran a connu environ 10-11% de croissance économique. Tandis qu'après la sortie de Trump de l'accord nucléaire, l'Iran est passé à moins 10%. C'est-à-dire qu'ils sont passés de plus 10% à moins 10% en l'espace de 2-3 ans. L'inflation a explosé en Iran, le taux de chômage aussi, le prix de l'immobilier aussi. Donc une situation économique complètement catastrophique qui est liée en grande partie aux sanctions américaines, aussi à la crise du Covid. Les Iraniens ont beaucoup de mal aujourd'hui à gérer cette crise. Mais aussi, il faut dire, l'économie iranienne, elle est structurellement malade. Ce n'est pas juste en raison des sanctions américaines. Ce n'est pas honnête de dire que sans les sanctions américaines, l'Iran aurait une économie complètement croissante et glorieuse. Non. L'économie iranienne, ça reste une économie malade, très dépendante de l'État. Il y a une oligarchie économique en Iran très corrompue. La corruption en Iran, elle est très problématique. Donc, Rouhani n'a rien pu faire en fait sur tous ces sujets-là. L'économie se porte pas bien aujourd'hui. L'Iran n'est pas particulièrement plus libre qu'avant. Il y a toujours des différences. Moi, j'ai vécu moi-même sous Ahmadinejad et sous le premier mandat de Rouhani en Iran. En tant qu'étudiant à l'université de Téhéran, j'ai bien senti les différences entre un gouvernement réformiste et conservateur. C'est complètement erroné de dire qu'il n'y a pas de différence. Mais la différence n'a pas suffi pour que les gens se mobilisent encore une autre fois pour Rouhani. En fait, c'est le vote par défaut, cette fois-ci, que les Iraniens n'ont pas voulu accepter. C'est comme en France. Est-ce qu'on va éternellement voter pour un candidat qu'on n'aime pas juste pour faire barrage à Marine Le Pen ? On verra. En Iran, c'est ce qui s'est passé. Ça a toujours été dans cette logique. On ne veut pas d'Ahmadinejad, on ne veut pas de Jalili en 2013, on ne veut pas de Raisi en 2017. On va voter pour celui qui est en face. Cette année-là, les réformistes, en tout cas leur élite, les journalistes, ils ont essayé de faire encore la même chose. D'accord, Hemmati, vous ne le connaissez pas, il n'est pas très charismatique. En revanche, regardez, Raisi, il fait vraiment très peur. Donc votez pour Hemmati. Bon, cette fois-ci, ça n'a pas marché parce que les réformistes, ils n'ont pas eu un bilan à défendre. Et on peut dire qu'en fait, leurs partisans se posent la question de l'utilité de leur vote. Voter pourquoi ? Qu'est-ce qui va changer avec mon vote ? Est-ce que l'Iran est plus libre ? Est-ce que le voile est moins obligatoire ? Est-ce que l'économie se porte mieux ? Est-ce qu'on fait des échanges économiques avec la France ou les États-Unis ? Ben non, rien n'a changé. Donc dans ce climat-là, en fait, c'est le désespoir qui s'installe, sauf pour les partisans des conservateurs. Eux, c'est complètement différent, leur état d'esprit. Pour eux, tout est de la faute des libéraux pro-Occident, tout est de la faute de ces gens corrompus comme Zarif qui ont fait confiance aux États-Unis. Donc eux, ils ont massivement voté. Et maintenant, le régime, les conservateurs, ils ont toutes les institutions du régime. Le guide, quand je dis le guide, c'est un bureau. Il y a des centaines, des milliers de conseillers, de hauts fonctionnaires qui travaillent dans le bureau du guide. Ils ont le bureau du guide, ils ont le pouvoir exécutif, ils ont le pouvoir législatif et ils ont le pouvoir judiciaire. Donc, dans 4 ans, ils doivent défendre leur bilan. Ils ne peuvent pas dire dans 4 ans, jusqu'à présent, les conservateurs, ils disaient non, c'est de la faute des pro-Occident. Là, ce qui est en tout cas simple, c'est que dans 4 ans, les conservateurs, ils devront défendre leur bilan. Mais malheureusement, on peut dire que c'est un peu la fin politique des réformistes comme on les connaissait jusqu'à aujourd'hui en Iran. Très intéressant. Mais peut-être reviendrons-nous sur les réformistes, peut-être à la fin, en faisant un peu de prospective à moyen terme.
Mais revenons donc à l'actualité de l'élection de Raïssi. Mais dis-nous, qui est Ebrahim Raïssi? Ebrahim Raïssi, un conservateur, un religieux. C'est pas encore un ayatollah, même si sur certains sites conservateurs on le nomme déjà ayatollah. Il faut savoir que pour être guide, il faut être d'abord ayatollah. Ayatollah, c'est l'équivalent d'un cardinal dans l'église catholique, dans le clergé catholique. C'est un Hujjatul Islam pour l'instant, Raïssi. C'est un niveau avant d'être ayatollah. Il a fait sa carrière au sein du pouvoir judiciaire, juste après la révolution iranienne. Déjà, il avait que 20 ans. Il était le procureur de la ville de Karaj, qui est une grande ville à côté de Téhéran, la capitale iranienne. Pendant longtemps, il a occupé des postes au sein du pouvoir judiciaire. Il a souvent été procureur. Et il a eu un rôle problématique, on pourra en revenir, si tu veux, plus tard dans une autre question, durant les années 80. C'est un peu la tache noire, on peut dire la tache rouge de son bilan. C'est son rôle qu'il a eu durant les exécutions de certains opposants politiques durant les années 80, surtout des opposants de gauche, des moudjaheds, des communistes, des gens de gauche, mais pas que. Il y a eu des gens de droite. Après, la gauche et la droite iranienne sont très différentes de la gauche et de la droite qu'on connaît en Europe. Donc voilà, il a fait toute sa carrière au sein du pouvoir judiciaire avec un rôle, on peut dire, très problématique au niveau des droits de l'homme, un conservateur religieux, né à Mashhad, dans la ville sainte de l'est de l'Iran. Son beau-père, l'ayatollah Alamolloda, c'est l'imam de vendredi de Mashhad, est très influent, très puissant, ultra conservateur, avec une vision de la société et des femmes et des hommes, une vision, on peut dire, problématique, en tout cas très, très conservatrice et islamiste, ce qui n'est pas le cas avec d'autres ayatollahs, mais qui sont plutôt réformistes, comme Khatami, comme le petit-fils de Khomeini. Ici, il faut faire vraiment, pour comprendre la mentalité de Raïssi, il faut faire aussi la nuance et comprendre la différence. Tous les religieux en Iran ne pensent pas de la même manière. Ils sont tous musulmans, pratiquants, et ils ne partagent certainement pas certaines valeurs que nous, on partage en France. Mais il y a quand même des différences fondamentales dans leur vision de l'islam et du monde. Ebrahim Raïssi, il appartient à un courant très conservateur, on peut le dire, très islamiste, un islam politique, un islam fort. Il a été le président d'Hassan-e-Rhodes Lazavi, une institution caritative qui gère le mausolée d'Imam Reza à Mashhad, mais c'est beaucoup plus qu'une institution caritative, c'est une institution politique, économique, majeure, très importante. En 2019, il a été nommé au sein du pouvoir judiciaire par le guide de la Révolution. Sur la constitution iranienne, c'est le guide qui choisit le chef du pouvoir judiciaire, c'est le numéro 1, on peut dire, des juges en Iran. Il a basé son discours sur une lutte anti-corruption. Il a fait certaines choses, mais en revanche, il n'a jamais voulu attaquer la corruption qui vient peut-être des gardiens de la Révolution ou d'autres institutions, donc son discours reste quand même assez limité. Et voilà, il s'est présenté cette année pour accéder à l'exécutif iranien et être chef de l'exécutif. L'élection de Raïssi, je vais encore le dire, c'est la prise du pouvoir par les conservateurs de toutes les institutions en Iran. Le Parlement, l'exécutif, le judiciaire, tout. Raïssi, c'est un élément parmi les autres. Ce n'est pas une grande figure charismatique. Mais l'importance de son élection, c'est que maintenant les conservateurs iraniens, qui ont une vision particulière du monde, de l'Occident, même du Moyen-Orient, maintenant ils vont avoir tous les pouvoirs en Iran. Ce qui peut être paradoxal, ça peut éventuellement, on en parlera, faciliter la prise de décision stratégique en Iran. Pour moi, la victoire de Raïssi n'est pas forcément, on verra, je ne suis pas un prophète, mais ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le retour de l'Iran et des États-Unis à l'accord nucléaire de 2015, par exemple. Je pense que, là, il y aurait deux questions, mais là, pour rester plutôt, on y viendra sur la dimension régionale, internationale de l'élection de Raïssi, mais pour rester en Iran, enfin irano-iranien, plutôt un peu, Raïssi, c'est le dernier élément qui manquait à l'emprise totale des conservateurs sur, on va dire même la mainmise totale sur le pays. Alors justement, Raïssi à la présidence, Khamenei, le guide, le Parlement, le judiciaire aux mains des conservateurs. Donc l'élection de Raïssi, qu'est-ce que ça peut signifier pour la société civile iranienne dans les 4 années qui viennent, la durée de son mandat, en termes de liberté, au plan économique, etc. C'est une très bonne question.
J'aurais tendance à dire que ça va changer beaucoup de choses, mais si je dis que ça va changer beaucoup de choses, ça veut dire que les réformistes ont réussi à faire beaucoup de choses, ce qui n'est pas forcément le cas, sinon les Iraniens ils auraient encore voté pour eux. Bon. Les réformistes, ils ont quand même essayé de donner plus de liberté, en tout cas à la presse. C'est vrai que moi je me souviens, il y a une différence quand même très, pas fondamentale, mais j'ai senti cette différence après la victoire de Rouhani en 2013. Soit Ahmadinejad, la presse était quand même très fermée, très contrôlée, c'était très dur de critiquer le gouvernement ou d'autres institutions. Je pense que l'élection de Rouhani, c'était une bonne nouvelle déjà pour la presse, un peu plus de liberté d'expression, même si c'est très relatif, il ne faut pas du tout comparer à la France, ça serait une erreur de comparer la liberté d'expression en France et en Iran, mais c'est relatif, en tout cas entre Rouhani et Ahmadinejad, il y a une différence qui s'est ressentie. Ou sur d'autres sujets, par exemple, ça peut être très banal, mais par exemple, c'était plus facile d'organiser des concerts lors des 2 mandats de Rouhani qu'au temps d'Ahmadinejad. Il y avait quand même plus d'oxygène pour la jeunesse et la société iranienne sous les réformistes, mais de toute évidence, ça n'a pas suffi. Les Iraniens, les jeunes, ils veulent beaucoup plus. Le gouvernement n'en a pas donné assez, et surtout parce que ce n'est pas que l'exécutif qui décide. C'est aussi le Parlement, les lois viennent du Parlement, c'est le judiciaire, c'est les forces armées. En Iran, le chef de l'exécutif n'est pas le chef des armées, c'est le guide qui est le chef des armées, des forces armées. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. On peut dire que l'élection de Raïssi, pour tout ce qui est les droits de l'homme, les libertés fondamentales en Iran, c'est pas une bonne nouvelle, mais après, est-ce que ça va beaucoup changer ? Vu que les réformistes n'ont pas réussi de toute façon à faire grand-chose, ça va changer, mais pas énormément. Ce qui va changer, je pense, c'est surtout pour la presse. Je pense que la presse, ça va se sentir assez vite. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait plus de journalistes qui vont avoir des problèmes en Iran, même si, encore une fois, c'était déjà c'était le pouvoir judiciaire qui s'occupe de ce genre de choses en Iran. C'est le pouvoir judiciaire et ça a toujours été dans la main des conservateurs. Mais je pense que l'Iran va se renfermer. Relativement, en tout cas comparé à Rouhani, le pays va se renfermer. Après, est-ce que ça va énormément changer ? J'espère pas. J'espère pas, mais ça va changer. Là, je suis en train de réfléchir. Ce qui va aussi changer à part la presse, je pense, c'est les universités. Les universités, les doyens d'université en Iran vont très vite changer. En fait, il faut savoir qu'en Iran, quand le chef de l'exécutif, quand le président change, on n'a pas vraiment un État profond comme on peut peut-être avoir aux États-Unis ou en France, une administration forte et puissante. Et à les têtes et les fonctionnaires qui changent assez rapidement. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères va très vite changer de tête, mais même les ambassadeurs et les hauts fonctionnaires vont très vite changer. C'est aussi le cas dans le domaine culturel, le ministère de la Culture, mais surtout des universités. Encore une fois, moi je me souviens, l'université de Téhéran, l'ambiance n'était pas du tout pareil quand on avait un doyen conservateur et un doyen réformiste. Les cours de sciences politiques, de droit ou les activités des étudiants peuvent en effet prendre un coup assez dur avec l'élection de Raïssi. Mais après, il faut attendre pour voir les nominations cet été. On peut avoir une certaine idée en analysant ses proches. Les proches de Raïssi, c'est tous des ultra-conservateurs qui ont des anciens commandants de la guerre Iran-Irak, des anciens membres des gardiens de la Révolution. Je ne veux pas caricaturiser et dire que tous les gens qui ont fait la guerre Iran-Irak ou tous les gardiens de la Révolution ils sont contre les libertés, mais ceux qui vont arriver au pouvoir avec Raïssi, ils le sauront très certainement. Alors, quittons, enfin, entre guillemets, Téhéran pour aller un peu au-delà. Tu évoquais tout à l'heure les négociations en cours concernant le nucléaire iranien. Donc, au niveau et régional et international, quelles peuvent être les conséquences de l'élection de Raïssi ? Ici, c'est beaucoup plus dur de répondre à la question parce que ça va être très complexe, donc il faut un peu nuancer. Je pense que ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour l'accord nucléaire, pour plusieurs raisons. D'un point de vue iranien, les Iraniens, ils ont besoin d'un boom économique. Quand je dis les Iraniens, je parle du prochain gouvernement et de la République islamique dans son ensemble. La situation économique étant catastrophique, le gouvernement a besoin d'un boom économique, aussi pour montrer aux autres, regardez, on arrive à mieux gouverner que les réformistes. Raïssi, il a récemment dit que s'ils n'ont pas réussi à profiter des avantages de JCPOA, c'est parce qu'ils sont incompétents. Donc il ne met pas en question la nature même de l'accord nucléaire, il dit qu'eux, ils sont incompétents.
pour dire à la population iranienne, regardez, il y a une reprise économique, on sait gouverner, on peut gouverner, on va même gouverner mieux que les réformistes, ils ont besoin de la levée des sanctions. Et il faut comprendre aussi que la première priorité des Iraniens aujourd'hui, à part une élite du nord de Téhéran, c'est pas les droits de l'homme. C'est bien évidemment les droits de l'homme, mais en deuxième ou troisième position. En première position, c'est la situation économique. Donc le gouvernement, je pense que c'est inévitable. Ils ont besoin d'un accord pour une levée des sanctions. Après, est-ce que ça va être facile de signer vraiment l'accord? Là, on a fini le 6e tour des négociations à Vienne entre l'Iran et les autres signataires de l'accord. Apparemment, selon les sources iraniennes, mais aussi occidentales, ils sont déjà d'accord sur la levée des sanctions, sur le pétrole, sur les banques, sur presque toute l'économie iranienne. Mais il faut comprendre que les sanctions de l'époque Trump sont beaucoup plus complexes que ça. Et il y a une petite nuance ici à comprendre. Les Américains, aujourd'hui, ils disent que d'accord, on va enlever toutes les sanctions en lien avec le dossier nucléaire iranien. Les Iraniens, les diplomates iraniens, exigent un retour à avant Trump. Ce n'est pas la même chose parce que Trump, il n'a pas mis que des sanctions en lien avec le dossier nucléaire. Il a mis aussi des sanctions en lien avec le soutien de l'Iran au terrorisme, selon eux, mais aussi pour les droits de l'homme et d'autres choses. Aujourd'hui, par exemple, les gardiens de la Révolution sont sur la liste des organisations terroristes des États-Unis. Ça, pour les Iraniens, c'est une ligne rouge. Déjà, ça va compliquer pour n'importe quelle entreprise européenne ou asiatique de travailler en Iran si les gardiens restent sur la liste des organisations terroristes, parce que les gardiens, ils ont un rôle très important économiquement. Et aussi, c'est une ligne rouge politique. Donc les Iraniens, ils vont chercher à négocier avec les Américains pour une levée des sanctions en lien avec le secteur économique qui sont en lien avec le dossier nucléaire, mais aussi essayer de faire sortir les gardiens des sanctions, le bureau de guide, ils sont tous sanctionnés. Presque toutes les institutions politiques iraniennes ont été sanctionnées sous Trump. Des sanctions très complexes. Donc je pense que ça va peut-être pas être très évident d'avoir l'accord final, mais c'est nécessaire pour les deux côtés. J'ai dit pourquoi c'était nécessaire pour les Iraniens, pourquoi c'est nécessaire maintenant pour les Américains, parce que l'Iran aujourd'hui enrichit son uranium à 60%. Ils ont repris de manière très significative leur activité nucléaire qui avait abandonné sous le JCPOA. Donc si les Américains, si les Européens souhaitent vraiment contrôler les activités nucléaires de l'Iran, il n'y a pas 36 000 options. Soit c'est le JCPOA, soit il faut bombarder toutes les installations nucléaires iraniennes. Je pense que la deuxième option n'est pas du tout une option. Donc la seule option qui reste, c'est de trouver un accord avec les Iraniens. C'est pour ça que je pense que le JCPOA va être re-signé, en tout cas un nouvel accord. Après, ce qui va être compliqué, c'est que les Occidentaux souhaitaient profiter du JCPOA, passer, en fait, faire de l'accord nucléaire une base pour d'autres négociations, pour négocier du programme de missiles balistiques de l'Iran, de sa puissance régionale, de son influence et de son rôle dans les pays de la région. Aujourd'hui, il semble compliqué de gérer les crises en Syrie, au Liban, en Irak, au Yémen ou en Afghanistan sans la coopération de Téhéran. Je pense que sur ce volet-là, encore une fois, l'élection de Raïssi ne sera pas forcément une bonne nouvelle pour les Occidentaux, parce qu'ils ont une vision très idéologique, très religieuse, très idéologique, dogmatique de la région, du monde, et je ne pense pas qu'ils seraient très favorables à coopérer avec les Occidentaux. Encore une fois, c'est des dossiers complexes, il faut nuancer. Les Iraniens et les Américains, ils avaient coopéré en Afghanistan contre les talibans, ils avaient coopéré contre Daesh il y a encore quelques années. Soleimani, qui a été assassiné par Trump, avait travaillé avec les Américains contre Daesh. Ils vont peut-être trouver sur certains dossiers des accords, mais l'Iran ne sera certainement pas un partenaire de l'Occident dans la région dans les futures années. Revenons à Téhéran, et ce sera ma dernière question. Faire un peu de prospective. Si l'accord nucléaire est signé à Vienne, ce qui est envisageable, qu'il y a une reprise économique et donc du coup que la population retrouve du pouvoir d'achat, etc., tout en ayant des restrictions au niveau des libertés publiques, mais le premier élément est quand même pour une grande partie de la population le pouvoir d'achat, les conditions économiques et sociales. Est-ce que dans 4 ans, quelque part, les conservateurs et donc Raïssi ne seraient pas
réélu comme dans un fauteuil, et quid aujourd'hui des réformistes après l'échec de Rouhani et l'échec à la présidentielle où il n'y avait quasiment pas de candidat. Faisons un peu de politique fiction. C'est très compliqué d'anticiper ce qui va se passer en Iran. Un pays très complexe, comme les autres pays, mais d'un certain point de vue encore plus complexe. Déjà parce qu'il n'y a pas vraiment des sondages en Iran, c'est difficile d'avoir des données sur l'opinion publique en Iran. Donc, mais on va essayer d'envisager plusieurs options. Déjà, moi, je reste quand même très, très optimiste sur la société civile iranienne. Les réformistes, ils ont une grande défaite, et c'est de leur faute aussi, parce qu'ils n'ont pas eu un bilan à défendre sur tout ce qui est les libertés. Ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient promis. Prenons juste l'exemple de Mir Hossein Mousavi, qui était le candidat des réformistes en 2009, extrêmement populaire. Rouhani, il avait promis qu'il allait sortir Mir Hossein et son épouse de leur résidence surveillée. Il n'a rien fait. C'est un exemple parmi tant d'autres de promesses qui n'ont pas été respectées par les réformistes. Et même là, avant les élections, ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Est-ce qu'on boycotte les élections ou est-ce qu'on participe? Donc forcément, c'est un peu la fin, en tout cas, de cette génération de réformistes politiques au pouvoir en Iran. En revanche, la société civile iranienne, c'est une autre chose. Les jeunes Iraniens, ils inspirent beaucoup de liberté, ils sont très actifs, on a pu le voir sur les réseaux sociaux, sur Clubhouse, sur Twitter. Ils sont présents, ils savent ce qu'ils veulent plus de liberté, ils veulent un pays prospère. Donc je reste assez confiant sur les activités de cette partie de la société iranienne, même si ça va être peut-être un peu compliqué durant les prochaines années. Après, concernant Raïssi, forcément, s'il y a un boom économique, c'est conditionnel. Peut-être qu'il y aura un phénomène comme Erdogan en Turquie ou comme Poutine en Russie. Ça veut dire finalement un responsable politique pas particulièrement démocratique, plutôt même autoritaire, mais avec de bons résultats relatifs, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas en Russie ni en Turquie, mais avec de bons résultats économiques. Il faut aussi comprendre que les Iraniens ils restent très nationalistes, très patriotiques. Peut-être que finalement, de bons résultats économiques plus une politique régionale intelligente pourra plaire à une certaine partie de la société et de la population iranienne. Ça reste très conditionnel. Je conditionne tout ça vraiment à une bonne santé économique du pays. S'il y a une bonne santé économique, avec beaucoup moins de chômage, avec beaucoup plus de croissance, avec beaucoup moins d'inflation, évidemment, Raïssi sera bien parti pour être éventuellement réélu dans 4 ans. En revanche, s'il n'y a pas le boom économique qui ont promis et s'il n'y a pas les bons résultats, que ce soit en Iran ou dans la région, la situation va être compliquée, pas seulement pour les conservateurs, mais pour la République islamique dans son ensemble, parce qu'ils auront épuisé toutes les options. Ils auront déjà des réformistes au pouvoir, il y aura déjà eu un populiste comme Ahmadinejad au pouvoir, et il y aura aussi eu les conservateurs au pouvoir. Si ça ne donne rien, ni les réformistes, ni Ahmadinejad, ni les conservateurs, là, ça sera inévitable. On devra tous, nous les analystes, dire que la République islamique a un problème structurel. Et c'est aussi là le défi pour Raïssi. Il sait que s'il ne réussit pas sa présidence, s'il n'a pas un bilan à défendre dans 4 ans, c'est tout le régime qui va perdre sa crédibilité, même leurs partisans, même les 17 millions de personnes qui ont 17 millions, en faisant confiance aux chiffres du gouvernement. Même les 17 millions de personnes qui ont voté pour Raïssi, si dans 4 ans il n'y a pas de résultat économique, ils ne vont pas encore voter pour lui. Et là, ça sera une réelle crise politique pour la République islamique. Donc, les 4 prochaines années vont être des années cruciales pour la République islamique. Les Iraniens, en ce qui concerne les réformistes, malheureusement aujourd'hui, un fort sentiment de désespoir. L'opposition iranienne à l'étranger n'est pas du tout structurée. Il n'y a pas de leadership, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'idéologie finalement pour... voilà, l'opposition, elle pèse pas, en tout cas elle pèse pas à l'intérieur du pays. En Iran, il y a beaucoup de gens qui veulent peut-être avoir autre chose, mais qui ne sont pas tous d'accord sur la solution. Encore une fois, il n'y a pas un leadership puissant en Iran. Il y a Mir Hossein en 2009, mais bon, il a très vite été en résidence surveillée. Donc, il faut attendre et voir, et attendre les résultats, surtout économiques, dans les futures années en Iran. Farid, merci beaucoup pour cette riche analyse. Merci à vous. On aura l'occasion de reparler ensemble de l'Iran. Merci.
Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.